Bon, alors pour beaucoup d'entre vous, on s'était vu sur les ateliers juste avant. Moi, j'aimerais vous expliquer pourquoi effectivement cette tournée de l'engagement collaborateur. Parce qu'en tant que dirigeant fondateur, finalement, l'engagement, c'est presque le sujet qui m'anime le plus chaque matin en me réveillant. La problématique, c'est peut-être le sujet que j'ai le plus foiré sur ces 10 dernières années. Parce que, si vous voulez, Steeple, c'est pas très vieux. Les premiers salariés, ils datent de 2018. Et quand on est une jeune entreprise, l'engagement collaborateur, on ne se pose pas trop la question. Les gens, ils arrivent, ils savent pourquoi ils arrivent. Et ils sont là, ils sont motivés. Même à l'époque, on n'offrait pas d'ordinateur, ils venaient avec leurs propres ordinateurs. Clément, quand il nous a rejoint, sa voiture de fonction, c'était une Renault Capture, donc c'est pour vous dire. Et donc, pendant 2-3 ans, je ne me pose pas du tout la question de ce que c'est l'engagement collaborateur. Et puis, je pense que ça bascule autour de 2020. 2020, déjà, il y a le Covid. Et le Covid, une petite structure comme nous, on se retrouve tous renvoyés chez nous, alors qu'on était habitués à échanger presque tous les jours. Tous les jours, on échangeait. Et puis, en parallèle de ça, il y a la croissance de l'entreprise. Et donc, on engage des collaborateurs, beaucoup. On passe d'une dizaine à une cinquantaine, 60, 70. Et donc, des collaborateurs qui arrivent, qu'on n'a pas forcément le temps de bien intégrer, des collaborateurs qu'il faut aussi encadrer. Donc, dans la précipitation, on va nommer des managers qui sont souvent issus des collaborateurs et donc qui doivent les encadrer. Et donc, encore une fois, on ne voit pas le truc se passer. Mais plus ça va et moins on sent d'engagement dans les équipes. Plus ça va, plus il y a de bruit qui remonte dans des enquêtes internes. Et donc, on ne comprend pas parce qu'on met de plus en plus de choses en place pour les collaborateurs. On fait plein de choses, mais est-ce qu'on fait les bonnes choses? Ça, c'est la question. Et donc, vraiment, c'est l'année dernière où je me réveille finalement sur ce sujet-là parce que l'entreprise qui avait une belle croissance, eh bien, ça commence à stagner, voire à devenir compliqué. Et si on n'avait pas des fondamentaux autour d'un produit solide et d'un business model solide, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui pour vous en parler. Et donc, c'est à ce moment-là où je me rends compte que la culture d'entreprise avait complètement dérivé, le management, l'engagement des collaborateurs, eh bien, ce n'était pas du tout ce que je pensais et qu'il y avait un énorme chantier. Alors, je m'en suis rendu compte peut-être trop tard, puisque depuis 1 an et demi, il y a une grosse restructuration de l'entreprise qui s'opère. Ce n'est pas un gros mot, restructuration. Ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, ça s'est fait un peu dans les heures, puisqu'on a 40% de nos équipes qui ont été renouvelées, et on a 80% de notre management qui a été renouvelé en 18 mois. Donc, évidemment, ça crée de la difficulté en interne. Et oui, j'aurais préféré participer à une table ronde comme celle-ci il y a quelques années. Encore, est-ce que je serais venu? Est-ce que vos dirigeants sont là? Est-ce que vous êtes... Déjà, vous êtes dans la salle, et ça, c'est important. Donc, l'idée de ce moment, c'est qu'on échange pour peut-être se poser les bonnes questions sur ce qu'est l'engagement collaborateur, ne pas juste regarder ce que font des influenceurs sur LinkedIn, mais qu'on parle vraiment de ce qui concerne nos entreprises, notre jour le jour, qu'on soit RH, communicant ou direction, pour prendre demain les bonnes décisions. Donc, je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une bonne table ronde. Donc, on va se parler effectivement d'engagement collaborateur. Comme Jean-Baptiste l'a dit, c'est un sujet aujourd'hui qui est au cœur des préoccupations des dirigeants d'entreprise et voire de toutes les entreprises, puisque ça vous amène ici aujourd'hui. Et d'ailleurs, on a les études, je ne sais pas si vous connaissez les études Gallup sur l'engagement, qui font régulièrement état de l'état justement de l'engagement en France et dans le monde. Et on sait aujourd'hui qu'en France, en 2023, on estimait le taux de collaborateurs engagés qui tournait autour de 7%. En France. Donc 7%, je vous laisse calculer, c'est pas très très impressionnant, on va dire, comme chiffre. On est quasiment les pires élèves en Europe, et puis du coup, l'Europe étant elle-même un des pires élèves dans le monde. Donc on a une grosse marge de manœuvre pour améliorer l'engagement dans nos entreprises. Et justement, pour trouver ces bonnes idées à mettre en place dès cet après-midi, c'est pas moi qui vais vous les présenter, c'est nos intervenantes que je vais vous demander d'accueillir sous vos applaudissements. Donc on a Nathalie Chailloux. Je te laisse t'installer ici.
on aura Stéphanie Simon, Maud Jardin et Jean-Baptiste de Belair. Merci à vous tous pour votre participation. Donc je vais vous laisser vous présenter un par un, nous présenter votre entreprise. Moi, je suis Anne, donc je serai l'animatrice de la table ronde. Je suis aussi la responsable marketing et communication de Steeple. Et du coup, j'ai le plaisir d'être entourée de très excellents intervenants. Merci Anne. Alors bonjour à tous. Donc moi je suis Maud Jardin, je suis DRH de l'entreprise Lucas. Donc Lucas, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on a été créé en 2002. Nous sommes un éditeur de logiciels administratifs et RH. Donc notre PDG Gilles Sadjier, quand il l'a créé, son objectif c'était de créer un logiciel qui soit ni gris, ni moche, ni triste, comme beaucoup de logiciels administratifs. Et l'objectif c'était de faciliter vraiment la vie des directeurs financiers et directeurs des ressources humaines au quotidien. Voilà. Donc aujourd'hui, Lucas, c'est 700 collaborateurs. Le siège est à Paris. On a un gros site à Nantes, un site à Marseille et on commence à avoir des équipes à l'international, à Genève, à Barcelone et à Munich. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, c'est Stéphanie Simon. Je suis directrice marketing et communication chez Cité Marine. Donc Cité Marine, c'est une entreprise agroalimentaire spécialisée dans le poisson enrobé, légumes et plats végétariens. Donc on est 2000 collaborateurs. C'est une société qui a été créée en 1990. On est basé en Bretagne et nous avons 9 sites de production sur la Bretagne et la Normandie. Donc moi aujourd'hui je suis là pour la partie communication. J'ai aussi une casquette marketing, mais aujourd'hui c'est pour la partie communication et notamment vous expliquer en fait comment je valorise en fait les actions RH aussi bien en interne qu'en externe dans l'entreprise. Bonjour à tous et à tous. Alors, je suis Nathalie Chailloux, je suis DRH du groupe Artis Développement. Alors, on est 7 sociétés qui sont situées sur Nantes et ses alentours, un petit peu en Bretagne, un petit peu en Normandie. On fait de la tuyauterie industrielle, du soudage, de la maintenance, et puis on a 2 sociétés qui font du négoce. Donc, le groupe sont 7 sociétés, pour la plupart entre 10-12 salariés, et on est 114 salariés environ sur le groupe. Donc, effectivement, moi, sur la partie RH, l'engagement est très fort. Voilà. Donc. Et donc, je conclus pour vous dire un petit peu plus sur Steeple. Donc, nous, on est une entreprise de logiciels. On est environ 100 collaborateurs répartis à Rennes. Et après, on a des commerciaux un peu partout en France et à l'international. Eh bien, merci à tous les 4 d'avoir répondu présent. On va pouvoir se parler du sujet qui nous amène tous ici aujourd'hui, l'engagement. Mais alors, avant de commencer à rentrer dans les bonnes pratiques, déjà, est-ce qu'on pourrait définir ensemble, c'est quoi pour vous l'engagement? Comment vous l'identifiez au sein de vos entreprises? Par exemple, Nathalie, chez Groupe Artis, c'est quoi pour vous l'engagement? L'engagement, c'est permettre de fidéliser, d'impliquer dans son travail et ses missions les salariés, d'augmenter leur valeur ajoutée aussi au sein des salariés qui se sentent aussi importants. Effectivement, d'augmenter la productivité, on en a parlé tout à l'heure lors du petit questionnaire. On a vu aussi que ça permettait d'avoir une force de proposition et d'idées, c'est-à-dire que quand le salarié est engagé, on le sent, qu'ils sont plus aptes à proposer. Et puis, ils sont plus réceptifs au changement parce que nous, on a pas mal de changements. On a des sociétés qui arrivent dans le groupe régulièrement. Donc, on a aussi des enjeux sociétaux qu'on connaît tous, qui sont effectivement la vie perso-pro au quotidien, surtout avec notre jeune génération qui arrive, mais qui se greffe pas mal sur la génération aussi plus vieille. Et puis, on a aussi la partie égalité homme-femme. Alors, on parle beaucoup des salaires et chez nous, chez Artis, c'est beaucoup la parentalité. Alors, pas chez les femmes, mais chez les hommes, où on a un sacré enjeu avec des personnes qui sont aujourd'hui papas et qui vont en chantier et qui ne veulent plus aller en chantier. Et donc, c'est notre gros sujet d'actualité chez nous. Et le but, c'est d'avoir des véritables ambassadeurs en fait, de notre entreprise à l'extérieur, directement par nos salariés. C'est ce qui nous intéresse, en fait, c'est qui parlent de nous positivement. Et alors, pour rebondir justement, Stéphanie, vous parliez aussi de l'importance de la fidélisation.
Oui, effectivement, l'engagement, c'est de développer la fidélisation des collaborateurs. Et ça va passer par de développer en fait le sentiment d'appartenance à la société et aussi ce sentiment de fierté pour effectivement que le collaborateur puisse parler positivement de son entreprise. C'est important. Pour nous, en fait, chez Cité Marine, ce qu'on fait, je vous expliquerai après plus en détail, mais les actions RH qui ont été mises en place, c'est aussi de développer des nouveaux services en fait en lien avec les attentes des collaborateurs. On a par exemple une crèche d'entreprise qui est ouverte aux horaires atypiques pour nos opérateurs de production, hein, qui est ouvert 24/24, même la nuit. On a des ventes des produits au magasin d'usine avec des horaires aussi adaptés. On a aussi créé une école de formation pour former les collaborateurs et on a plus de 150 évolutions par an. Donc on a vraiment tout un panel de services qui sont mis en place pour effectivement fidéliser les collaborateurs. Et après, au niveau de la communication, en fait, on les implique pour qu'ils puissent être les ambassadeurs de la société et développer leur sentiment de fierté envers leur entreprise. Et chez Lucas, alors justement, c'est quoi les enjeux liés à l'engagement? Merci. Alors, chez Lucas, on a de gros objectifs de croissance. Aujourd'hui, on est 700, on vise 1000 collaborateurs fin 2025 et on a envie d'atteindre 100 millions de chiffres d'affaires. Et donc, pour ce faire, il va falloir recruter, fidéliser. Et on est dans un secteur ultra concurrentiel, pas confidentiel. Donc, il y a une véritable guerre des talents qui est en place. Et voilà, notre objectif, c'est de réussir à avoir ces talents chez nous, toutes ces pépites, donc, et à les garder, bien sûr. Donc, l'engagement, c'est un vecteur clé. Et Jean-Baptiste, du coup, une définition peut-être de l'engagement, de ce que ça signifie pour toi? Nous, sur l'engagement, on a quelque chose qu'on met en place. Nos collaborateurs n'ont pas de mal à trouver du travail. Hein, on a parlé de guerre des talents. Donc, on les aide aussi à se dire que l'engagement est un sujet intrinsèque. Ça, j'ai appris ce mot-là la semaine dernière. Donc, en gros, c'est à eux déjà, nous, on va en parler, on peut faire plein de choses, mais c'est un sujet qui est personnel, individuel. Donc, on a mis en place ce qu'on a mis dans notre culture book, qui est le test du dimanche soir. Le test du dimanche soir, on le fait tous à peu près. C'est quand le dimanche soir, on n'a pas envie d'aller se coucher parce qu'on n'a pas envie de se lever le matin, c'est qu'il y a peut-être un petit problème. Alors évidemment, ça nous arrive tous de temps en temps, mais si c'est répété et répété, c'est peut-être le thermomètre qui dit il y a un problème d'engagement. Et là, on leur donne quand même les clés, qui est d'aller en discuter avec leur manager. On rentre déjà dans les clés, justement. Hein. Donc, maintenant qu'on a vu ces enjeux qui tournent beaucoup autour de fidélisation, attractivité, performance, mais aussi voilà, motivation intrinsèque des collaborateurs, concrètement, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment vous avez mis ça dans vos entreprises? Alors, on sait qu'il y a plusieurs leviers à l'engagement. Hein. C'est un terme tiroir qui regroupe de nombreuses actions qui peuvent être mises en place. Et justement, une de ces actions, ou en tout cas un de ces leviers qui est identifié, c'est tout le travail autour de la culture et des valeurs de l'entreprise. Et justement, comment, chez Groupe Artis, vous avez mis ça en place? Alors nous, on est sur un bassin d'emploi de Châteaubriand qui est extrêmement complexe. Quand on va en Normandie, c'est pareil, bassin d'emploi extrêmement complexe aussi. Donc, on a travaillé dans le groupe. Il y a beaucoup de sociétés qui sont arrivées il y a un peu moins de 2 ans, donc avec des cultures différentes. Donc, il a fallu qu'on retravaille effectivement sur l'engagement, sur la culture, sur les valeurs. Donc, on a décidé en début d'année de faire des ateliers avec 4-5 salariés par atelier. Il y a eu 7 ateliers. Donc, on a essayé de prendre des différents métiers. Alors, on a quand même compacté les managers ensemble et puis les salariés, nos managers ensemble. Et donc, on a posé, alors on s'est fait accompagner avec quelqu'un d'extérieur. Et on a 4 facteurs clés. On a son métier, son évolution. On a la communication, la reconnaissance. C'est les thèmes que l'on a travaillés. La responsabilité, l'autonomie et le management. Et puis ensuite, l'ambiance et les relations interpersonnelles.
Et donc, on a posé différentes questions. Ils ont été libres de répondre. Et puis, du coup, ça nous a amené des points positifs et puis les axes d'amélioration qu'on avait à faire sur notre marque employeur pour pouvoir se détacher. Nous, dans l'industrie, quand on parle de Airbus, ça parle de lui-même. Quand on parle de Naval Group, ça parle de lui-même. Les chantiers, ça parle de lui-même. Quand on parle d'artistes, personne ne connaît. Donc, il faut qu'on arrive à attirer les métiers qui sont dans ces structures chez nous. Donc, c'est vraiment ça. Et ce qui est beaucoup ressorti, c'est l'efficacité opérationnelle. Donc ça, c'était important pour nous. Tout ce qui est entraide, humilité, et puis stimulation de la créativité. Donc ça aussi, c'était très important pour nous. Et puis la culture managériale de feedback positif. Ça, ils apprécient énormément. Donc ça leur permet de se sentir dans l'entreprise et à leur place. Donc, on a des axes d'amélioration. On essayait je vais prendre un exemple, on essayait d'embaucher des chefs de travaux depuis 1 an et demi. Si on arrivait à en embaucher, ça ne marchait pas. Au bout de 2 mois, ils partaient. On n'arrivait pas à comprendre. Et avec ce travail-là, en fait, on a compris que les équipes n'en voulaient pas parce qu'ils avaient déjà des niveaux de management. Ils disaient, mais pourquoi vous voulez nous rajouter encore un niveau ? On préfère qu'il y ait un soudeur ou un tuyauteur qui fasse le chef de travaux. Et du coup, on a arrêté parce qu'on s'est dit, oui, ils n'ont pas tort en fait. Et donc, on a arrêté de recruter le chef de travaux et on a formé plutôt des personnes en interne sur la partie plutôt planification, plutôt je dirais un axe chef de travaux que n'ont pas forcément nos ouvriers aujourd'hui. Donc ça, c'était vraiment important. Et quand on parle d'humilité, il y avait des personnes qui n'arrivaient pas à s'intégrer dans l'équipe parce que, comme ils vont en chantier, ils vivent ensemble, en gîte. Et il y en a qui ne faisaient rien dans le gîte, ne faisaient pas le ménage, ne faisaient pas... Et donc, ça posait problème dans le quotidien. Pas dans le travail, mais dans le quotidien. Puis on avait... alors, sur les soudeurs, on peut avoir des gens qui sont très confiants. Et quand ils sont trop confiants, les équipes les rejettent, en fait. Parce qu'à un moment donné, ils ont besoin de soutien. Et si la personne dit « je suis le meilleur, c'est moi qui suis le meilleur », ça ne marche pas. Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus aussi pour comprendre comment on pouvait les aider dans leur quotidien aussi. Parce que quand ils passent du temps le soir ensemble, il y a aussi besoin qu'on les accompagne sur ce projet-là. Donc voilà un petit peu tout le travail qu'on a fait et puis essayer de se démarquer effectivement des gros groupes industriels qu'on a autour de chez nous. Voilà. Donc ça a été un très beau travail et très très intéressant à faire. Okay, donc effectivement des ateliers qui ont fait émerger un peu vos valeurs, celles qui étaient déjà présentes naturellement dans l'entreprise. Voilà. Mais je crois que justement, chez Cité Marine, vous avez fait un peu un travail similaire, justement. Oui, effectivement, en fait, chez Cité Marine, on avait deux enjeux. Donc, c'était de fidéliser en interne, mais aussi d'améliorer l'attractivité en fait en externe des futurs candidats. Donc, pour ce faire, en fait, en 2021, on a créé un chantier, un groupe de travail, donc avec un lien fort entre le service RH et le service communication, de manière à aller travailler en fait ces deux enjeux. Donc, on a mené des interviews en interne. Je crois que c'était une 50aine ou une 60aine d'interviews. Ce qui a permis en fait de remonter en fait des sujets à travailler en interne, donc là plutôt des actions RH, de bien revalider nos valeurs, donc qui étaient plutôt conformes avec ce qu'on avait déjà, mais du coup on les a revalidées, et puis à venir dégager en fait 5 thématiques, des points forts en fait de l'entreprise et pourquoi les salariés aimaient l'entreprise. Et c'est ces 5 thématiques en fait qu'on utilise aujourd'hui dans le cadre de la communication. Donc une fois qu'on a eu finalisé en fait ce groupe de travail, donc on a revu nous d'un point de vue là si je parle vraiment communication, donc on a revu en fait notre charte de communication, on a revu notre signature par rapport aux candidats, hein, et on a fait appel en fait pour porter les messages qu'on avait développés, on a fait appel en fait à nos collaborateurs. Puisque dans cette partie attractivité, nous, on avait quand même quelques commentaires négatifs qui traînaient sur les réseaux sociaux. Et quand on y répondait, en fait, ça mettait plutôt, ça venait plutôt se détériorer plutôt que d'arranger les choses. Donc, on s'est dit, finalement, on va laisser nos collaborateurs parler pour nous. Et on a créé, en fait, une plateforme ambassadeur en interne. Aujourd'hui, on a 60 ambassadeurs Cité Marine et ils viennent participer en fait à la communication externe pour venir en fait développer l'attractivité. Donc en fait, comment ça se passe ? On a mis en place
Donc des vidéos témoignages, c'est ce qu'on voit derrière, voilà. Donc des vidéos témoignages où les collaborateurs en fait viennent expliquer leur métier. Donc tous les métiers sont représentés et on fait en fait nous des campagnes de recrutement d'ambassadeurs une fois par an. Là on va commencer en novembre pour 2025. Ils viennent témoigner de leur métier. C'est eux, c'est leurs mots. Il n'y a pas de wording spécifique, c'est leurs mots. On les aide bien sûr pour le tournage. On fait aussi des prises de vue et pour eux c'est sympa parce que c'est une journée aussi où ils font autre chose que leur quotidien. On les traite un peu comme des stars. Voilà, il y a un photographe, il y a le maquilleur, la pause café. Donc ils aiment beaucoup cette journée-là. On leur remet après une clé USB avec leurs photos, leurs témoignages. Comme ça, ils ont aussi en fait une trace de leur expérience. Et après, en fait, on diffuse, nous, ces vidéos et ces communications en externe sur les réseaux sociaux pour venir travailler notre image marque employeur. Donc c'est plutôt un succès puisqu'en fait on a de plus en plus d'ambassadeurs qui veulent participer. On a aussi nous sur notre territoire en fait sur notre bassin d'emploi, on a de plus en plus de personnes qui en parlent. L'image de la société a quand même évolué de manière positive et surtout c'est qu'aujourd'hui moi quand j'ai des commentaires en fait sur les réseaux sociaux, je ne réponds plus, je n'ai pas besoin. En fait moi j'ai des ambassadeurs qui répondent pour nous. Et là, franchement, il n'y a rien à dire, puisqu'en fait, vu qu'ils sont dans l'entreprise, voilà, on ne peut pas venir mettre en doute leurs réponses. Donc, on est vraiment satisfait en fait, de ça et on continue forcément dans cette voie-là sur les années à venir. Super. Donc, effectivement, un beau travail qui mêle à la fois le travail sur la culture et comment on la fait rayonner en externe pour qu'ensuite les collaborateurs soient eux-mêmes porteurs de cette voix. Est-ce que justement, chez Steeple, il y a des exemples de travail sur la culture qui ont été faits? En fait, en réfléchissant sur le thème de l'engagement, il y a un truc qui me revient, c'est tout le monde peut être engagé, mais pas dans toutes les entreprises de la même manière. Et c'est pour ça que le travail qui est effectué sur la culture et les valeurs est clé, parce que finalement, la première phrase de la philosophie, c'est « connais-toi toi-même », et ça vaut aussi pour une entreprise. Et combien d'entreprises se connaissent elles-mêmes? Alors, qu'est-ce que ça veut dire se connaître elles-mêmes? Parce que, et nous, on a fait la connerie aussi, c'est-à-dire que la connerie, c'est quoi? C'est de définir quelques valeurs. On les a même bien formalisées dans un culture book. On a fait un truc magnifique. Et puis voilà, c'était le truc du patron. Il y avait mon culture book, il y avait mes valeurs, Et puis au fur et à mesure du temps, c'était plus vraiment communiqué dans l'entreprise, jusqu'au jour où, alors là, ça m'a fait un électrochoc, où des gens m'ont dit, vu que la culture, c'est plus trop celle qui est marquée, on pourrait changer le culture book. Ouch. Et là, je me suis réveillé. Et là, je m'étais endormi parce que, en fait, ce qui s'était passé, c'est que, qu'est-ce qu'on avait fait pour construire à un moment donné, c'était en 2019, ces valeurs? On avait regardé les collaborateurs qui s'épanouissaient dans l'entreprise. Et on avait défini des caractéristiques qui faisaient de ces collaborateurs ce qu'on devait retrouver chez d'autres collaborateurs. Et donc, vous avez l'humilité, on a le sujet aussi. On a aussi chez nous l'agilité. Et ça se matérialise comment? Oui, parce que dans une entreprise, nous, on change tout le temps, tout. On teste, ça rate, on rechange. Oui, mais vous avez des collaborateurs qui veulent un cadre, qui rejoignent une entreprise pour être plutôt tranquille. Forcément, ils ne se sentaient pas bien dans l'entreprise. Et donc, comment vous voulez engager quelqu'un qui n'a pas envie de changer de process tous les 4 matins? Et donc, je me suis rendu compte que, oui, ces valeurs, elles étaient là, mais elles étaient incarnées par personne dans l'entreprise. Et en premier lieu, elles n'étaient pas comprises par celles pour qui ça doit être le plus important, c'est les personnes qui recrutent. Donc, on a refait ce travail avec tous les RH, avec toutes les personnes de recrutement, pour non pas juste écrire des valeurs, mais travailler jusqu'au moment de l'entretien sur comment on peut poser les questions qui permettent de savoir est-ce que ces personnes en face de nous partagent des soft skills, comme on dit, qui va lui permettre d'être épanoui demain et donc d'être engagé. Et donc, ce travail-là, on le fait déjà pour éviter qu'à l'entrée, il y ait des personnes qui ne collent pas à la culture. Et puis maintenant, il va falloir, avec les RH et tous les managers, le refaire avec tous les collaborateurs pour réonboarder, réengager ceux qui sont déjà en place. Alors, tu parles justement des managers qui aident aussi à incarner ces valeurs dans le temps.
Ça nous fait une petite transition, Charlotte, vers une question qu'on voulait vous poser pour vous mettre à contribution. Me revoilà, vous pouvez ressortir vos téléphones. Et j'ai une petite question pour vous, en effet, sur les valeurs et la culture d'entreprise. Comment est-ce que vous avez défini les valeurs de votre entreprise? Est-ce que vous les avez définies de manière plutôt descendante? Est-ce que ça a été co-construit avec vos collaborateurs? Est-ce que vous ne savez pas, peut-être, comment elles ont été définies? Ou bien, peut-être, n'avez-vous pas défini vos valeurs? On va regarder un petit peu ce que ça donne pendant quelques secondes. Donc, on a quand même une majorité de co-construction avec les collaborateurs. Ça bouge pas mal et certains ne savent pas, en effet, comment est-ce qu'elles ont été définies. Voilà, on va poser le tableau là. Et je fais la question suivante direct sur le management. Très bien. Eh bien, merci pour vos réponses. Je vais vous poser une nouvelle question avant que, j'imagine, on interroge nos intervenants. Ma question va porter sur le management. Quel est le pourcentage d'employés qui quittent leur entreprise à cause de leur manager? C'est une question de challenge, donc une question de rapidité. Qui va trouver le plus vite la réponse à cette question? On va laisser quelques secondes les tentatives. Ah, bravo à Pharma 1, je ne sais pas qui c'est, 70. 70% des employés quittent leur entreprise, non pas pour quitter l'entreprise, mais pour quitter leur manager. De quoi réfléchir. Bravo Pharma 1. Bon, bah, je reviendrai tout à l'heure pour de futures questions. Merci Charlotte. Je pense que ce chiffre est assez parlant, hein, effectivement, à 70%. Donc voilà, il y a quand même un enjeu autour des managers, comment eux-mêmes sont recrutés, formés, accompagnés pour vraiment incarner les valeurs de l'entreprise et permettre aux collaborateurs de s'intégrer dans ces équipes. Alors justement, comment on accompagne les managers dans cette incarnation des valeurs, finalement dans l'accompagnement des collaborateurs? Alors, chez Lucas, notre défi, c'est qu'avec la croissance qu'on a, on s'est retrouvé avec très vite des managers très jeunes et donc peu expérimentés. Donc, il a fallu les accompagner pour qu'ils puissent être vecteurs de performance, d'engagement pour leurs équipes. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place un parcours de formation pour les jeunes managers de 2 ans avec des semestres thématiques. Donc, le premier semestre, c'est les bases du management. Le deuxième, la gestion du temps, des priorités. Le troisième, la gestion des conversations difficiles. Et le quatrième, l'engagement. Pour chacun des semestres, à chaque fois, on a un mix de formation externe, de formation interne, de coaching parfois. On a mis en place des cafés entre pairs. Tous les mois, l'équipe RH organise un café avec les managers volontaires sur une thématique particulière. Donc, ils viennent échanger. Et ça leur permet de vider leur sac, de se rendre compte qu'ils ne sont pas les seuls à vivre ce qu'ils vivent, à rencontrer les difficultés qu'ils vivent, à faire des erreurs qu'ils ont potentiellement faites. Et ça les soulage beaucoup. Et puis ça leur donne évidemment des bonnes pratiques à mettre en place au sein de leurs équipes. Donc pour l'instant, le parcours manager, on l'a mis en place il y a 2 ans. Les retours sont super positifs. On ne voit pas encore les fruits vraiment sur le plus long terme, mais on est plutôt confiant. Nous, chez nous, on a presque cette chance, c'est qu'on n'a pas beaucoup de turnover sur les managers. Donc, on a des personnes qui sont là depuis très longtemps chez nous. On a aussi des nouvelles sociétés avec des personnes qui n'étaient pas forcément managers à l'origine et qu'on monte en compétences parce que c'était un souhait au moment du rachat de l'entreprise. Et donc, on a ce devoir, nous, effectivement, de les accompagner sur le management parce que ce sont de très bons professionnels dans leur métier. Mais le management reste effectivement un métier à part. Et donc, on les accompagne. Alors, déjà, quand on recrute, on a ce qu'on appelle la charte de management, c'est-à-dire qu'on sait qui on veut recruter, quelles sont les compétences de manager qu'on a envie d'avoir. Et c'est une charte qu'on leur remet quand ils arrivent chez nous, avec effectivement comment on parlait de feedback bienveillant tout à l'heure. Et ça fait partie de nos valeurs et c'est des choses qu'ils doivent faire. S'ils ne le font pas, ça pourra poser problème dans la continuité. Et on a aussi des outils de management parce qu'il en existe et parfois c'est intéressant quand quelqu'un est un petit peu perdu de se rattacher à des outils très pratiques. Donc
qui sont connus de tous, managers. Et puis ensuite, on a aussi, on se fait accompagner régulièrement par Dynamic Plus, qui est un système d'accompagnement. C'est généralement 12 mois. Et c'est un accompagnement plutôt de conseils, de formation. C'est des formations, je crois, il y a une vingtaine de journées. Et donc, ça leur permet d'aller choisir des thèmes qui les intéressent et de se former dessus. Et puis, il y a un petit diplôme à la fin, donc c'est toujours intéressant de valoriser ça par cette attestation ou diplôme. Et on a vraiment à cœur de les faire évoluer parce que c'est eux qui vont être sur le terrain avec nos salariés, nos collaborateurs. Donc, on travaille vraiment... en fait, pour moi, le manager, c'est l'exemple pour ses salariés. C'est lui qui va porter les valeurs. Et c'est selon la façon dont il va prendre ses décisions, il va les diffuser. Ça changera tout vis-à-vis de l'engagement des salariés qu'il a. Et les 70%, je ne suis pas étonnée, parce qu'on a eu déjà le cas de gens qui sont partis parce que ça ne fonctionnait pas. Et on ne sait pas forcément pourquoi. Quand ils partent, ils nous disent juste « je ne m'entends plus, je pars ». Et on a du mal à capter des fois le pourquoi. Donc, c'est vraiment cette incarnation de l'image de l'entreprise. Elle passe par les managers obligatoirement ou chefs d'entreprise. Nous, on a deux associés qui ont créé la société en 2007. Donc, ils les incarnent. Et donc, je pense que c'est vraiment important et de les accompagner. Moi, par exemple, j'ai demandé il y a 3 ans d'aller dans le groupe GERM. GERM, c'est un groupe où on est des collaborateurs, on est des personnes de management et on a une formation une fois par mois sur un thème autour du management. Et c'est hyper intéressant parce que justement, on échange avec nos pairs. Alors, pas forcément en RH, mais tout manager. Et du coup, il y a un vrai échange et on ne se sent pas seul, effectivement. Donc ça, on va favoriser aussi nos managers à aller sur ces réseaux un peu particuliers qui permettent d'échanger aussi là-dessus et de ne pas rester seuls dans leur management et de pouvoir s'exprimer différemment qu'avec les RH, avec la direction, parce que s'ils ne portent pas l'entreprise, ça ne fonctionnera pas non plus sur les autres salariés. Alors là, on voit justement 2 exemples où vous avez mis en place tout un programme d'accompagnement. Jean-Baptiste, tu parlais d'un renouvellement de 80% des managers chez Steeple. Comment on les accompagne justement chez Steeple ? Déjà, il y a pourquoi est-ce qu'on s'est trompé à ce moment-là. Parce qu'autant vous dire que tout ce que je vous ai décrit sur les collaborateurs qui rejoignent et qui ne sont pas dans la culture de l'entreprise, mais alors quand vous nommez ces collaborateurs managers, alors là, et malheureusement, évidemment, tout ça, c'est mes décisions, hein, donc je porte la responsabilité, mais ça c'est un carnage absolu, parce que vous avez des collaborateurs qui sont promus managers, qui ne sont pas accompagnés, comme tu dis, et qui en plus n'ont pas la culture de l'entreprise. Donc ça fait des dégâts. Et effectivement, l'accompagnement des managers, ça c'est quelque chose également sur lequel on travaille. On n'a pas encore mis en place des choses, parce que il y a quelque chose quand on est manager qui est peu connu quand on veut être manager et qu'on découvre après, c'est le courage managérial. Et ça, tout le monde veut être manager jusqu'au moment où il y a des décisions compliquées à prendre. Et ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas accompagné assez nos managers sur comment être courageux, comment prendre des décisions, et surtout, notamment quand c'était des collaborateurs qui étaient avant collègues d'autres personnes, comment réussir à marquer cette différence, parce que le jour où vous avez des décisions difficiles à prendre, il faut oublier un petit peu qu'on était collègues avant. Et oui, et donc le courage managérial, la problématique, c'est que ça nuit à l'engagement, parce qu'on pourrait se dire, on essaye d'être bienveillant, mais si jamais vous avez un manager qui ne prend pas les bonnes décisions avec des collaborateurs qui sont désengagés, dans ces cas-là, ça devient pour toute l'équipe compliqué. Et en fait, il y a une forme de nivellement vers le bas qui s'opère en disant, c'est permissif. Et donc, c'est très important d'accompagner les managers à être forts, à être en phase avec la direction et aussi créer ce que vous expliquez, c'est de dire à un moment, et ça c'est très important, on essaye de le faire, mais c'est très dur à comprendre pour les managers, ton équipe maintenant, ce n'est pas les gens que tu manages. Ton équipe, c'est les autres managers. Parce qu'eux ne changeront pas, parce qu'eux seront là quand tu auras des coups durs. C'est ça ton équipe. Et ça, réussir à faire cet accompagnement-là, c'est pas facile. Effectivement. Donc effectivement, donc là il y a tout cet accompagnement autour des managers, donc là comme on l'a vu, pour qu'ils puissent incarner ces valeurs
Et après, derrière, il y a tout ce qu'on met en place, alors les services communication, les services ressources humaines ou d'autres services pour accompagner le collaborateur en plus dans tout son parcours. Donc il y a le recrutement qui doit passer déjà, comme tu l'as dit, par une identification des bons soft skills, du bon fit culturel, mais aussi derrière, une fois qu'on l'a trouvé, cette bonne personne, comment on l'accompagne pour qu'elle-même s'approprie ses valeurs et pour qu'ensuite elle s'épanouisse dans l'entreprise. Donc là, vous avez mis en place chacun des parcours assez différents. Je vais vous laisser les présenter. Merci. Alors, une fois le recrutement réalisé, c'est ça ? Donc, le collaborateur chez Lucas, donc, il a un programme d'onboarding qui s'étale pour tous au minimum sur 2 semaines, pendant lesquelles il va avoir toute une série de formations organisées par les différents départements pour bien comprendre et bien connaître les différents métiers de Lucas. Et puis en plus de ces formations transverses, il va avoir tout un accompagnement pour son métier. Donc, par exemple, côté sales, on a chez Lucas ce qu'on appelle une Sales Academy qui s'étale sur 2 mois, 3 mois, avec un accompagnement par un binôme et puis voilà, des formations très rythmées sur ces 2 mois et demi. Donc normalement, à l'issue de ce programme d'onboarding, le collaborateur connaît bien Lucas et puis connaît bien son métier, sait faire ses démos, etc. Il y a un accompagnement RH très fort en plus de ça, c'est-à-dire que chaque collaborateur chez Lucas a un HR business partner qui s'occupe de lui, qui fait un point avec lui à 15 jours pour être sûr que tout va bien, à 2 mois et puis à 6 mois. À 2 mois, l'idée, c'est ça prend la forme d'un rapport d'étonnement. Qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a moins plu, comment tu te sens, voilà, et ça permet de vérifier que tout va bien et qu'on est sur une bonne dynamique. Voilà. Oui. Du coup, alors chez Cité Marine, effectivement, il y a tout un parcours d'intégration quand un nouveau collaborateur rejoint l'entreprise. Donc, quand c'est des collaborateurs qui rejoignent les usines, les sites de production, ils ont un tuteur en fait qui va l'accompagner et qui va être là pour lui présenter le métier, mais aussi s'orienter dans l'entreprise. On a mis en place aussi un kit de bienvenue du nouveau arrivant. Donc ça, c'est tout nouveau aussi. On a travaillé ça avec le service RH. Et puis, effectivement, le service RH va suivre tout au long du parcours du collaborateur avec notamment tout ce qui va être écoute active. Donc, le service RH est toujours à l'écoute des collaborateurs pour remonter n'importe quelle problématique rencontrée. Après, au niveau de la communication, nous, on a mis en place, alors en 2019, on était parmi les premiers. On a mis en place Steeple. Alors, ça a été dur au début parce qu'il a fallu faire changer la culture d'entreprise. Ça n'a pas été évident. Mais là, c'est vraiment en train de se développer plus fortement, justement avec tout ce que je vous ai présenté auparavant, parce qu'on a commencé à développer cette culture de l'ambassadeur, cette culture justement de fierté de l'entreprise. Et du coup, là, Steeple est vraiment en train de prendre de plus en plus d'ampleur dans l'entreprise. Donc, pour gérer cet outil de communication, en fait, nous, on l'avait mis en place parce qu'on avait identifié en fait, qu'il y avait quand même, une fois que le collaborateur était rentré, vu que nous, on a plusieurs sites de production distants, qu'en plus, on a des collaborateurs, pour 80%, qui ont des horaires atypiques. Donc, en fait, pour communiquer tous les uns avec les autres, c'était impossible. Donc, avec Steeple, ça nous a permis en fait, de pouvoir communiquer en toute transparence en fait, les informations essentielles. Et puis, plutôt que le collaborateur apprenne des choses dans la presse, c'était de pouvoir lui pousser avant à lui, quoi. Donc, du coup, ça nous a permis ça. On a aussi travaillé avec les services RH et aussi les autres services pour mettre en place un planning de publication quand même assez régulier. Donc, on va parler des nouveaux produits, des nouveaux clients. On va aussi faire des portraits du mois pour mettre en lumière un collaborateur, mettre en avant une passion. Donc ça marche bien aussi. Et puis, il y a tout un espace qui s'appelle l'espace entre nous, où en fait les collaborateurs peuvent là prendre la parole sur n'importe quel sujet. C'est vrai que ça, depuis quelques mois aussi, ça prend vraiment de l'ampleur, où ils présentent en fait ce qu'ils ont fait le week-end, leur passion, leur pêche du jour. Enfin, c'est assez drôle parce que du coup, on les découvre aussi, on les découvre autrement. Donc cette partie communication interne, je trouve, elle est essentielle pour justement l'engagement et développer ce sentiment de fierté dont je parlais au début. Alors, je peux peut-être compléter sur la partie communication.
Alors, je confirme, pour l'engagement, c'est essentiel. Et pour les collaborateurs, de savoir qu'on ne leur cache rien, que tout est transparent, c'est vraiment un vecteur fort d'engagement. Chez Lucas, tout est transparent. Vous en avez peut-être entendu parler, mais donc les salaires, grilles de salaires, salaires individuels, etc., sont transparents, mais aussi toutes les décisions stratégiques. On a une culture du débat qui est très, très forte. Donc, tous les lundis, le comité de direction déjà partage les orientations, les décisions qui ont été prises, etc. Et les collaborateurs donnent leur avis de façon tout à fait transparente sur nos outils de communication interne. Donc, je pense que ça a permis à Lucas aujourd'hui de garder cette culture forte malgré la croissance, puisque les collaborateurs finalement participent au débat et participent aux décisions. Voilà. On a aussi mis en place donc, des enquêtes via notre outil Popli Engagement, des enquêtes tous les 2 mois pour sonder les collaborateurs, s'assurer qu'ils sont toujours aussi engagés. On mesure leur épanouissement. Voilà, donc vous avez une note sur 5. Donc c'est une note d'épanouissement, une question qu'on pose tous les 2 mois. Et donc ça nous permet de s'assurer que tout va bien. Et en plus de ça, on a mis en place récemment une ligne directe vers le CEO. Donc, tous les collaborateurs ont la possibilité de poser une question directement au CEO sur une décision stratégique qu'ils ne comprennent pas ou avec laquelle ils ne sont pas d'accord, ou au contraire pour lui dire qu'ils sont très contents de ce qui se passe. Voilà. C'est intéressant, je rebondis. Sous quelle forme vous avez mis en place cette ligne directe? C'est pas un téléphone, j'imagine. Non, alors c'est via nos outils. La solution Lucas Popli Engagement permet ça. Donc ça vient tout juste de sortir, hein, c'est en bêta. Et donc voilà, via notre outil, les collaborateurs, donc c'est par écrit, hein, ont la possibilité d'écrire et de poser leurs questions. Merci. Et justement, alors du coup, vous chez Groupe Artistes, on parle de communication. Comment vous avez pu communiquer avec vos collaborateurs pour les maintenir engagés dans la durée? Alors, je ne vais pas revenir sur la partie accueil parce que voilà, vous avez déjà tout dit, tout ce qu'on fait quand quelqu'un arrive et comment on l'accompagne. Après, nous, on a une vraie volonté d'accompagner en montée en compétences nos salariés sur de nouvelles compétences. Alors, ça peut être des compétences très liées à leur métier ou voilà, un tuyauteur qui veut devenir soudeur. Un soudeur qui veut devenir conducteur de travaux. Donc ça, on est vraiment dans cet accompagnement-là et on va jusqu'au bout parce qu'on accompagne nos salariés jusque dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis 2020, on a à peu près 6 salariés qui sont partis à leur compte. Et donc, on les accompagne dans le fait où on a créé une franchise Artis Facilities. Et notre premier salarié qui est arrivé en 2007 a créé sa société en 2013 et est revenu dans le groupe chez nous en 2020 via cette franchise parce qu'il avait des problématiques, il n'arrivait plus à faire son métier parce qu'il y avait trop d'administration à faire. Et donc nous, on a repris cette partie-là et aujourd'hui, ils se développent, ils sont 10 salariés. Voilà. Donc on les accompagne comme ça jusqu'au bout. C'est très important pour nous et on a une grosse mise en valeur des métiers. Voilà, nos soudeurs, on les favorise. Il y a les meilleurs soudeurs de France qui vont avoir lieu en 2025. On accueille toute la partie sélection pratique sur Artis. L'année dernière, donc, on a un salarié qui a participé, qui est allé jusqu'au bout. Il est arrivé 7e ils étaient 1000 au début. Donc on est très fiers de lui et c'est un de nos grands ambassadeurs sur LinkedIn d'ailleurs. Donc voilà, c'est plutôt dans cette voilà, montrer nos métiers, montrer même nos métiers quand on intervient sur des collèges en 4e, en 3e, on essaye d'emmener aussi nos salariés avec nous. Alors ça peut être des salariés qui sont ingénieurs parce qu'ils ont des parcours un petit peu atypiques, donc c'est intéressant que les collégiens voient aussi un petit peu comment on devient ingénieur sans passer par forcément des filières très traditionnelles et puis essayer de les attirer sur nos métiers qui sont de plus en plus durs en termes de recrutement. Donc c'est vraiment ça, on travaille aussi beaucoup la cooptation. Alors, quand j'en ai parlé, les salariés ont dit oui, alors la cooptation, tu es gentil, tu vas nous donner une prime à 50% quand le salarié va arriver, puis on aura 50% s'il reste. Et dit, nous, on n'est pas responsable de votre réussite à partir du moment où ils sont chez vous. Et on s'est dit, c'est pas faux. Effectivement, donc on donne 100% de la prime quand on embauche le salarié, et c'est après à nous de faire le job pour qu'il reste. Voilà. Donc ça a été aussi quelque chose, et ça fonctionne.
Pas mal. Alors, on n'embauche pas tous les gens où on a le CV, mais on en a embauché quelques-uns et ça fonctionne bien, puisque du coup, voilà, on parle d'ambassadeurs, je pense que c'est tout à fait ça. Voilà un petit peu comment on parle de communication chez Artis. Alors justement, donc, là, on parle de communication. Donc, on a pas mal de cette notion de transparence qui revient de rendre l'information accessible. Quelle est la vision, justement, chez Stipel de cette communication? Pourquoi elle est importante par rapport à l'engagement? Alors, la communication, elle commence, je trouve, dès l'entretien. On en a beaucoup parlé, et l'onboarding. Et c'est aussi être capable sur un truc qu'on fait très mal et sur lequel c'est un cheval de bataille à faire, c'est présenter un plan de carrière au collaborateur quand il rejoint l'entreprise. Et ça, c'est vrai que si on veut l'engager, il faut lui montrer aussi des perspectives. Pourquoi est-ce qu'il s'engagerait? Donc ça veut dire, premièrement, quelque chose que tout le monde ne fait pas bien, c'est lui expliquer comment il va valider sa période d'essai, sur quoi il sera jugé, quelles vont être ses missions. Ça paraît débile, mais est-ce que c'est vraiment fait avec tout le monde? Et puis après, lui présenter un plan de carrière, lui expliquer comment il peut évoluer verticalement, mais aussi comment est-ce que la mobilité interne est en place dans l'entreprise. Et ça, c'est vrai que notamment pour des nouvelles générations où on a l'habitude d'entendre « oui, ils veulent changer de job très rapidement ». Oui, d'accord, mais ils ne veulent pas forcément changer d'entreprise. Ils veulent changer de job. Donc, à vous aussi d'être capable de proposer des alternatives et donc des plans de carrière. Donc ça, c'est vraiment un volet. Et puis ensuite, il y a un autre volet qu'on essaye de mettre en place et qui est assez exceptionnel. Moi, je suis assez passionné par cette histoire du tailleur de pierre. Alors peut-être vous l'avez entendu une dizaine de fois. Est-ce que vous la connaissez? Non? Je vous la fais? Bon, ok, je vous la fais. Vous la connaissez? Une idée? En fait, c'est quelqu'un qui passe sur un chemin et puis il voit sur le bord du chemin quelqu'un tailler une pierre avec une énergie et un engagement extraordinaire. Alors là, il ne peut pas s'empêcher d'aller le voir. Et il lui dit, mais monsieur, vous taillez merveilleusement bien cette pierre. Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Eh bien, il lui répond, je construis des cathédrales. Et elles seront là dans des centaines d'années. Et voilà, ce tailleur de pierre, il ne taille pas une pierre, il construit quelque chose de plus grand. Et c'est vrai que quand on veut engager un collaborateur, il faut être capable de lui expliquer à quoi sert son travail. Parce que pourquoi se lever le matin juste pour faire finalement ce qu'on fait tous les jours? Et nous, on essaye de justement mettre ça chez Stipel. Alors, c'est un travail titanesque parce qu'il faut être capable demain de relever le challenge, d'expliquer que chaque tâche que vous effectuez nourrit un projet, un dessin bien plus grand. Et donc, l'image, c'est l'image des ruisseaux qui font les grandes rivières. Parce que ça, c'est assez extraordinaire. Vous imaginez ces petites ramifications, ces petits ruisseaux qui se rejoignent dans un ruisseau plus grand, puis après qui arrivent dans une rivière plus grande jusqu'à l'embouchure. Et donc, nous, on a travaillé comme ça sur ce qu'on appelle les OKR. Les OKR, c'est objectifs qui résultent, et c'est aider justement à chacun à comprendre son impact qu'il a dans l'entreprise. Donc, on va définir tous les trimestres un objectif d'entreprise, et on va demander à chaque collaborateur, individuellement, d'expliquer comment, par des initiatives, des projets, ils vont pouvoir abonder dans la direction de cet objectif. Parce qu'on se rendait compte que oui, avant, on donnait l'objectif, il était communiqué, et ok, on le faisait bien, on communiquait, mais comment le collaborateur, lui, s'imprégnait de cet objectif? Et donc là, on a cette phase d'aller-retour, on donne l'objectif, les collaborateurs travaillent en atelier, ils vont réfléchir à des idées à implémenter, et après ils remontent pour créer des OKR intermédiaires d'équipe. Et on s'est beaucoup foiré ces dernières années sur le sujet, donc c'est très compliqué à mettre en place parce qu'en fait, ça demande de travailler sur des ateliers avec les collaborateurs. Mais par contre, là, on est en train de vraiment réussir la chose, et c'est extraordinairement puissant. Tout à fait. On témoigne. Alors justement, donc là, on a parlé des OKR qui aident à amener le collaborateur à trouver du sens finalement dans sa mission, comme ce tailleur de pierre justement. Et quand on trouve du sens, quand on est engagé, quand finalement on réussit à atteindre avec toutes ces actions que vous avez mis en place un taux d'engagement plus important que nos 7% français dans vos entreprises, et quel impact ça a réellement dans le quotidien de vos entreprises? Qu'est-ce que vous avez constaté de différent?
Alors nous, je pense que ce serait... Enfin, on regarde beaucoup le turnover, donc le taux d'attrition donc des collaborateurs qui s'en vont. On a une très bonne moyenne par rapport à d'autres entreprises du SaaS, parce qu'aujourd'hui, on est à 14% sur les derniers trimestres, alors que bon, voilà, par exemple, je discutais avec Alan la semaine dernière, qui sont aux alentours de 19, et je pense que c'est la moyenne des entreprises tech. Donc on est content, on arrive à garder nos collaborateurs, à les fidéliser, et je pense que c'est l'indicateur principal. Du coup, chez Cité Marine, donc moi, pour parler de la partie plus communication donc, et événementielle, du coup, c'est vrai que moi, je vous disais qu'on avait créé une plateforme d'ambassadeurs donc, qui viennent participer à la communication externe et aussi qui viennent participer aux différents événements qu'on peut organiser. Puisqu'en fait, dans le cadre de la marque employeur, nous, on a un certain nombre de partenariats sur le bassin d'emploi de la société, notamment des événements l'été où, en fait, on a mis en place en fait un stand Cité Marine pour venir expliquer en fait nos métiers, pour venir présenter les équipes, avec un objectif de faire rayonner la marque employeur et d'augmenter l'attractivité. Et en fait, on s'est dit, c'est un peu dommage que ce soit toujours le service communication qui soit présent et qui vienne véhiculer ce message. Et du coup, on a demandé à nos ambassadeurs, donc cette plateforme de 60 ambassadeurs qui ont répondu présents, de venir nous aider en fait. Et donc maintenant, à chaque fois qu'on a un événement en extérieur, donc nos collaborateurs participent. Donc on a du coup tout profil qui viennent sur les stands. On a aussi bien des personnes de l'usine, des opérateurs de production, des techniciens de maintenance, des supports administratifs. Vraiment toute la société est représentée. Donc pareil, on met en place un planning pour que les personnes viennent en fait sur le stand quelques heures. On fait des briefs pour les éléments de langage quand même, pour qu'il y ait une bonne ambiance aussi sur le stand. Et puis, pour les remercier de participer à ça, on leur remet un petit kit aussi ambassadeur. Donc, il n'y a pas d'argent, surtout pas, hein, surtout pas, mais un kit ambassadeur avec des petits goodies pour les remercier d'avoir participé à ça. Parce que ça peut aussi être des événements, souvent c'est le week-end, donc, et ils sont quand même présents. Donc ça, c'est quand même, c'est quand même un point positif de tout ce qui a été mis en place. Après, forcément, il y a tous les indicateurs RH que moi, je n'ai pas en tête aujourd'hui, quoi. Je reprends le micro, mais pour te le redonner, justement, il me semble que vous aussi, vous avez des événements avec les collaborateurs qui font ressortir des initiatives qui vont au-delà du projet d'entreprise. En effet, donc, chez Lucas, on essaie de se rassembler de façon très fréquente, donc via des séminaires, ce qu'on appelle la SLM, donc tous les trimestres, on va annoncer les résultats, les projets en cours, et puis c'est l'occasion de faire la fête tous ensemble. Et on a un événement tous les 2 ans qui s'appelle le Startup Weekend, qui est vraiment un moment sympa où les équipes sont mélangées, intersites, pour réfléchir à des initiatives qui sortent un peu du cadre. Et c'est un vecteur d'engagement fort. Et ça a donné lieu à de nouvelles solutions Lucas qui sont un petit peu originales. Pour ceux qui utilisent Lucas, ça a donné lieu par exemple à Lucas Faces, qui est un petit jeu. On voit les collaborateurs, les photos des collaborateurs qui défilent, et puis il faut réussir à trouver le nom de chaque collaborateur. Bon, voilà. Ce sont des petits projets qui sont donc créés, menés par des équipes mélangées, et en général, ça marche bien. J'ai parlé de Lucas Faces, mais là, il y a quelque chose qui est en train de naître qui s'appelle Lucas Swag, qui serait une plateforme de goodies qu'on pourrait mettre à disposition des collaborateurs pour justement les forums écoles, tout type d'événements. Donc là, on est en train de réfléchir à ça. Et ça a été créé et l'initiative vient du Startup Weekend. Donc on a justement ces marqueurs de l'engagement, des personnes qui viennent au-delà du temps de travail pour faire rayonner l'entreprise, des personnes qui vont aller être force d'initiative, donc la créativité. Et comment on mesure du coup l'impact de cet engagement chez Steeple ? Tu m'as dit de te poser toutes les questions. Je vais être très terre à terre. Moi, je pense que ça se voit sur la ligne du bilan au résultat net. Hein. Et c'est pour ça que je m'étonne aussi parfois que des dirigeants ne soient pas impliqués dans ces sujets-là, parce qu'il y a une relation directe entre l'engagement des collaborateurs et cette ligne-là. Et puis il y en a une autre aussi, parce que pour convaincre un dirigeant aussi d'investir dans ces sujets-là, il y a un autre, c'est que
c'est quand même beaucoup plus facile de freiner que de pousser des collaborateurs. Il faut s'imaginer ce que c'est que de pousser, et ça prend de l'énergie, et en plus, c'est terrible, mais une entreprise où vous avez des collaborateurs désengagés, c'est une entreprise où il va y avoir des rumeurs, où il va y avoir des personnes qui vont tirer dans le mauvais sens. Et qu'est-ce que c'est fatigant pour un dirigeant, pour une direction, pour des managers? Qu'est-ce que c'est fatigant? Donc, oui, c'est l'impact, il est partout. C'est même l'essence même d'un dirigeant, d'une équipe de direction, de créer une équipe engagée qui a envie d'avancer avec eux et que cette équipe travaille avec une autre équipe qui a envie. Et c'est pour ça que la question, voilà l'impact. C'est parfait. Alors, il est 12h45. Je sens que ça va être bientôt l'heure où les estomacs commencent à se manifester. On va conclure rapidement, peut-être en une phrase, avec tout ce qu'on s'est dit. C'est quoi le conseil que vous aimeriez que la salle retienne? Est-ce que je peux juste ajouter une petite chose? Parce que, en fait, on a beaucoup parlé de tout ce qu'on peut mettre en place pour accompagner via l'onboarding, l'intégration, les mobilités. C'est génial. Mais je pense quand même que pour avoir des collaborateurs engagés, il y a quelque chose qui est très important, c'est d'assurer le bas de la pyramide de Maslow et d'avoir des salaires qui soient cohérents et en phase avec le marché. Et on n'en a pas du tout parlé dans la discussion. Et je pense que c'est quand même quelque chose auquel il faut faire attention, il faut être vigilant. Et c'est très difficile d'avoir des collaborateurs engagés quand on a des salaires qui sont en dessous des standards du marché. Voilà, donc bon, je pense que c'est important de le dire. Nous, chez Lucas, donc, on a des salaires très transparents et tous les ans, on a des ambassadeurs des différentes filières métiers qui viennent remonter à l'équipe RH tous les écarts qu'il peut y avoir avec le marché, les difficultés de recrutement, les difficultés de rétention qui sont liées au salaire, et puis on essaye de mettre à jour la grille de façon collective. Et je pense que c'est un point que je voulais. Et sinon, en conseil, on en a un petit peu parlé, moi je pense que c'est les managers, il faut faire attention à eux. Il faut les former, on en a parlé, et je pense qu'il faut s'appuyer sur eux pour avoir un engagement qui soit fort des collaborateurs. Et pour moi, ce sont les premiers ambassadeurs, donc les premiers à accompagner. D'un point de vue communication, ce qui est important, je pense, c'est que les collaborateurs soient vraiment des ambassadeurs de la société et qui puissent en fait véhiculer un discours positif de l'entreprise. Puisque si eux n'ont pas de discours positif, c'est compliqué. Ils sont les premiers concernés et c'est à eux d'avoir ce discours positif en interne et en externe. Moi, je vais te rejoindre sur les managers. Je pense que nos collaborateurs sont nos miroirs. Donc, le management qu'on donne, c'est ce qu'ils vont ressortir sur le terrain et autour d'eux. Donc soyez vraiment un exemple pour vos collaborateurs. Prenez le temps de faire les choses correctement. Effectivement, les former, c'est très important. Et un bon climat social, puisque l'engagement en fait partie, ça se construit ensemble. Alors parfois, effectivement, comme vous le disiez, avec des moments difficiles, mais avec des prises de décisions difficiles. Mais ces prises de décisions, nous, on les a eues cette année parce que l'industrie n'est pas florissant cette année, c'est un petit peu compliqué. Donc il faut se battre avec le marché. Et donc, tout le travail qu'on fait, ça permet aussi de conforter nos salariés, que leurs managers sont derrière eux et qui peuvent les aider. Donc pour moi, c'est la base de bons managers qui sont bien formés et qui ont ce respect, cette bienveillance, tout en prenant de bonnes décisions parfois qui ne sont pas faciles. L'engagement derrière, il sera présent. Et on ne peut pas tout faire. Enfin, les équipes RH ne peuvent pas tout faire, tout porter à bout de bras. Et pareil pour les dirigeants. Donc avoir des bons managers, c'est aussi un bon investissement pour vous libérer du temps et prendre du recul et de la hauteur. Oui, il y a cette image, alors je ne sais pas si elle est belle ou pas, mais on dit souvent un escalier, ça se balaye par le haut. Et donc, se demander, est-ce que déjà dans la direction, ce sujet de l'engagement est pris à bras-le-corps, et évidemment après, derrière, est-ce que ça descend et puis ensuite, accepter que l'engagement, c'est l'histoire d'une rencontre entre finalement, et ça je l'ai souligné au début, une entreprise qui se connaît et un collaborateur qui se connaît. Et donc, être sûr que les deux soient en phase, et
ne pas non plus faire porter toute la responsabilité sur l'entreprise, parce qu'on l'a dit, il y a beaucoup de sujets aussi qui empêchent le collaborateur d'être engagé, et ça, il y a beaucoup de tue l'engagement dans l'entreprise. Mais et finalement, on a commencé un peu là-dessus, c'est ce volet intrinsèque, motivation intrinsèque. Il faut que le collaborateur en soit conscient, il faut qu'on lui explique aussi que l'engagement est une histoire avant tout personnelle. Et ça sera le dernier mot de cette table ronde. Merci beaucoup. Donc, alors, avant de vous laisser poser vos questions, ah ben non, c'est déjà les questions, mais je vais quand même faire... Non, on fait les questions tout de suite ? Bon, oui. Allez, on a une dizaine de minutes pour faire quelques questions. Donc, je vous invite à nouveau à flasher. Et oui, et bien sûr, et à remercier nos intervenants pour leur participation. N'hésitez pas à leur poser toutes vos questions. Ils seront tous là pour y répondre. Alors, si on peut remettre l'autre écran, et donc je vais vous laisser reprendre vos téléphones. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par écrit. On peut aussi, bien sûr, faire passer un micro. Si certains veulent le micro, poser directement leurs questions. N'hésitez pas à lever la main et puis on fera passer ça. Voilà. En attendant que les premières questions peut-être arrivent, j'en profite pour vous passer 2 informations. La première, n'hésitez pas à partager l'événement sur vos réseaux sociaux. Ça ferait du bien et du bruit pour cette tournée. Vous êtes la première date. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Ça peut être avec une belle photo de nos intervenants. Ça peut être au cocktail devant le photocall. En tout cas, n'hésitez pas. Et à taguer Steeple, ça serait vraiment super de votre part. Donc merci pour ça à l'avance. Et la deuxième petite information que je voulais vous passer, juste après donc, la session questions-réponses, on va pouvoir passer aux réjouissances et au cocktail. Et, pardon. Et également, on va vous proposer une petite démo de Steeple que je crois que tu vas faire, Jean-Baptiste. Voilà. Oui, je n'ai pas fini ma journée, moi. Voilà. Après les ateliers, la table ronde, la démo. Je ne vois pas de questions qui arrivent. Je ne sais pas si c'est normal. Personne n'a des questions. Ah si. Une question sur l'offboarding. Est-il autant soigné que l'onboarding ? Alors, comme c'est une question ouverte, est-ce que quelqu'un veut répondre ? Vas-y, Nathalie. Nous, effectivement, on fait on travaille beaucoup l'onboarding parce que c'est important, et l'offboarding aussi parce qu'on a besoin de savoir pourquoi les salariés partent. Alors des fois c'est très transparent, c'est dit très franchement, et puis des fois c'est pas forcément la raison première, et donc oui, on soigne aussi cet offboarding en faisant généralement il y a un entretien qui est fait avec le manager pour savoir un petit peu. Alors des fois on le sait, des fois pas, parce que le salarié n'a pas envie de s'exprimer, mais on travaille cette sortie, et voilà, on essaye d'accompagner au mieux aussi sur cette sortie. Alors, il y a des sorties plus difficiles que d'autres, mais sur une démission, par exemple, on peut accompagner très bien le salarié qui part. Et on soigne aussi nos alternants parce qu'on ne les garde pas tous. Et ce sont effectivement des ambassadeurs qui vont continuer à parler de nous ailleurs. Donc, c'est très important pour nous qu'ils repartent avec une bonne image de l'entreprise, même s'ils ne sont pas embauchés derrière. Je pense qu'en effet, de faire cet entretien à la fin est clé pour identifier les raisons des départs et puis trouver des solutions. On a aussi mis en place, nous, une communauté Luca Alumni avec tous les anciens pour garder le contact et puis voilà, favoriser dans une optique de marque employeur, etc. Et ça a un effet positif. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des salariés boomerang. Chez Luca, on en a eu quelques-uns. Des personnes pour lesquelles donc, on a pris le temps au moment de leur départ d'identifier les causes, de les soigner, et du coup, quelques années plus tard, ces personnes reviennent. C'est pas toujours bien, hein, parfois ça sent un peu le réchauffer, il faut être vigilant, il faut prendre, justement, il faut avoir mis des choses en place pour que ça se passe bien, mais voilà, quand le collaborateur revient dans des bonnes conditions, en général, c'est super, ça se passe bien. Merci. J'ajoute un truc là-dessus, parce que un offboarding, bon, il y a toujours les cas où ça se passe bien, mais ce n'est pas ceux-là où les offboardings sont les plus compliqués. Et finalement, je me rends compte que l'offboarding, il est soigné quand il est lié avec l'onboarding. Et c'est très lié à ce que je vous dis, c'est quelles sont les conditions de réussite dans ce métier, et même sur une mobilité interne, d'avoir aussi un cadre qui est clair, un contrat qui est passé avec le collaborateur, ça aide à préparer l'offboarding si besoin.
Alors, on a pas mal de questions qui sont arrivées et pas beaucoup de temps. L'engagement veut-il forcément dire être présent dans l'entreprise pour longtemps? Personne ne veut prendre cette question. Alors, Ouais, moi, je rebondis sur ce que je viens de dire, mais les salariés boomerang, c'est souvent des personnes qui sont là, enfin, qui peuvent être là 2-3 ans, partir, revenir, et qui sont en général fortement engagés. Donc, ça montre que l'entreprise valorise les parcours de chacun, quel que soit le lieu, c'est-à-dire que si c'est en externe, en interne. Moi, j'ai envie de dire, si l'engagement est personnel, ne pas garder un collaborateur qui est engagé, c'est une faute d'entreprise. Donc là, il faut se poser les questions. Tu en as parlé des salaires, de la reconnaissance, tu en as parlé aussi, et de tout c'est tu l'engagement. Parce que quelqu'un qui est prêt à vous donner de l'engagement et que vous laissez partir, là, il faut bien identifier, d'où l'importance de l'offboarding aussi. ok. Ah oui. Ah, ça, c'est celle où on vient de répondre. Alors, comment réengager un manager qui a perdu confiance envers la direction ou l'équipe? Intéressant. Est-ce que vous avez déjà eu le cas justement dans vos entreprises? Peut-être Jean-Baptiste, tu veux... Ah bah, Nathalie. Nous, on a déjà eu le cas. Là, ça passe vraiment par... alors, nous, une petite structure, hein, on est 114 salariés, 115 salariés. Donc, on se fait beaucoup accompagner par l'extérieur. On n'a pas forcément des personnes qui savent le faire en interne. Donc, on a quelqu'un qui intervient dans ce cas-là et qui fait des entretiens avec ce manager et essaye de voir d'où vient son mal-être, parce que c'est pas forcément... Des fois, on découvre des choses dans sa vie personnelle aussi. Alors, s'il accepte, on le sait. S'il n'accepte pas, on ne le sait pas. Mais la perte de confiance, elle peut être effectivement professionnelle et avoir des liens avec des choses dont on n'a pas connaissance. Et il y a quelque chose qui est assez important aussi, c'est que des fois, on n'imagine pas les compétences que certains salariés ont. Par exemple, on a un tuyauteur qui est très bon en informatique. Et des fois, il a dit moi, j'aimerais bien mettre cette compétence dans l'entreprise. Et c'est vrai qu'on s'est dit oui, sauf que ce n'est pas forcément son métier. Et donc, du coup, ça m'arrive des fois d'aller lui demander en disant j'ai un problème, ou en électricité, par exemple, j'ai un problème, j'arrive pas à faire démarrer mon ordi, etc. Il vient et ça le valorise. Donc, le réengagement de le manager qui a perdu confiance, je pense qu'il faut aller chercher déjà d'où ça vient. Et puis ensuite, c'est soit on peut l'accompagner, soit on peut ne pas l'accompagner parce que on se retrouve dans des situations parfois qui sont compliquées. Et puis de son équipe, là, il y a un gros travail à faire en commun puisque c'est plus la direction, c'est aussi l'équipe. Donc déterminer effectivement, je pense que ça passe vraiment d'abord par des questionnements et savoir pourquoi avant de faire toute action. Merci. Alors, il y a une question directement axée pour Cité Marine. Donc là, on ne se pose pas la question de qui répond. Comment sélectionnez-vous vos ambassadeurs? Alors, pour sélectionner les ambassadeurs, en fait, on lance une campagne de recrutement interne. Donc, cette campagne, en fait, c'est via Steeple, où on dit, ça y est, on cherche des ambassadeurs pour venir, en fait, là, par exemple, au mois de novembre, on va faire pour les témoignages et vidéos de 2025. Donc, on a un certain nombre de noms qui arrivent, de candidats. On partage en fait ces noms de candidats avec le service RH et les responsables de service ou de site pour partager, avoir les avis des uns et des autres. Et puis ensuite, on leur fait un retour positif ou négatif. Il n'y a pas eu de retour négatif pour l'instant. Mais si effectivement on a de plus en plus de monde, on sera obligé, on peut pas accepter tout le monde. Voilà. Et donc ça, c'est pour la partie vidéo. Pour la partie événementiel, c'est un peu la même chose. Donc après, là, il y a les contraintes quand même des dates et des week-ends. On a un planning aussi à respecter, donc un nombre de personnes. Cette année, je crois que l'Orient-Océan, donc c'est le festival où on est présent l'été, je crois qu'on avait besoin de 40 personnes, donc on les a tous eus. Voilà, le critère de sélection, c'est un peu comme ça. Il n'y a pas vraiment de critères finalement. On accepte tout le monde. Et après, en fait, il y a quand même une réunion de briefing
pour tout ce qui va être éléments de langage, tout ce qui voilà. Et on s'est dit justement que cette année, on allait travailler encore un peu plus la partie formation, parce que là, on a bien vu qu'il y avait quand même des petites choses à améliorer lors des événements, notamment traiter des situations un peu difficiles. Quand on est sur un événement, on peut avoir des personnes qui ont des avis contraires. Voilà, en plus, on était en plein dans les élections. Enfin, il y avait quand même des choses. Donc là, on a des éléments justement cette année à venir travailler pour les former encore plus, que c'est pas leur métier la com en fait, hein. Donc, mais pour eux, c'est important parce que c'est une nouvelle façon de briller dans l'entreprise aussi. Allez, il nous reste le temps pour quoi? 2 questions? Allez. Allez. Alors, du coup, je vois pas toutes les questions. Pardon? Ouais. Comment surmonter les obstacles à l'engagement des salariés éloignés du numérique? Intéressant cette question. Donc vous êtes, alors à part Lucas, si je ne m'abuse, vous avez tous des collaborateurs, enfin et Steeple, vous avez des collaborateurs terrain. Je réponds du coup. Oui, Je t'en oui. prie. Alors, nous, on a eu ce sujet par rapport à Steeple, parce qu'en fait, effectivement, nous, c'est notre outil aujourd'hui qui nous permet de communiquer en interne et aussi d'établir ce lien avec les ambassadeurs. Alors, ce qu'on fait régulièrement, c'est qu'on va, nous, sur le terrain. Donc, on va dans les ateliers rencontrer en fait les collaborateurs. Donc, en fait, on met une table, on fait un petit café et on met un écran Steeple pour venir expliquer en fait comment ça fonctionne. Et on fait ça en fait sur tous les horaires, hein, parce que nous on a des personnes qui travaillent de nuit, donc on fait aussi les horaires de nuit, on fait vraiment tous les créneaux pour venir expliquer en fait comment ça fonctionne, que finalement c'est pas compliqué avec un téléphone. C'est facile. Et on a aussi les écrans qui sont disponibles sur les sites, et puis il y a aussi les ordinateurs. Donc il y a quand même plusieurs façons de pouvoir accéder à cet outil. Et en tout cas, nous, on lève les freins en allant sur le terrain et en allant expliquer. Parfait. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question qui vous inspire? Donc, on a les 3 du milieu qui sont... Ouais, animation. Vous avez Oui, sur la plusieurs choses partie animation, c'est sympa aussi. Et donc là, pareil, c'est d'un point de vue com, hein, c'est pas RH. Mais effectivement, vu que nous, on a développé un certain nombre de partenariats en externe avec des clubs sportifs, notamment on a le FCL, on a le RCV aussi à Vannes, pour justement notre attractivité et faire rayonner la marque employeur. En fait, on en fait bénéficier tous nos collaborateurs. C'est-à-dire que toutes les places, enfin, dans le cadre du partenariat, on a des places en fait dans les matchs, pour chaque match. Et en fait, toutes ces places-là, en fait, on les fait gagner en interne. Donc, ça permet aussi à nos collaborateurs de participer aussi au partenariat. Et ça, c'est possible aussi grâce à Steeple, puisque ça nous permet en fait de pouvoir mettre en place les jeux facilement sur l'outil et de faire les tirages au sort. Voilà, franchement, en temps réel, c'est très simple. Donc, et ça, c'est pareil, il y a une grosse satisfaction là-dessus de pouvoir bénéficier aussi des différents partenariats qu'on peut mettre en place. Du côté de Lucas, bon, je vous ai parlé du Startup Weekend, mais tous les ans, donc, on a des réunions trimestrielles avec les collaborateurs de l'intégralité du site alors au début, ça commence par une présentation assez descendante, hein, des résultats financiers, de la stratégie, des projets en cours. Tout le monde, enfin, les Lucasiens sont amenés à participer pour présenter dans chaque département les avancées. Et puis, ça se termine toujours par des animations, une soirée tous ensemble, voilà, pour passer un bon moment. Et de manière générale, chez Lucas, on a une politique très flexible de télétravail, mais on demande aux salariés de faire l'effort d'essayer de venir le plus possible sur site, parce qu'on a beaucoup de petits événements informels qui sont organisés, et on est persuadé que ça participe aussi à l'engagement collaborateur. Chez Artis, on a effectivement en fin d'année très descendant aussi avec les chiffres, et puis un repas ensemble, et on fait une activité par an où on regroupe tout le monde, puisque y en a qui viennent de Normandie, de Bretagne, donc c'est intéressant aussi qu'ils se connaissent tous et qu'ils vivent ce moment ensemble. L'année dernière, j'avais lancé par hasard le challenge du sapin de Noël,
Et ça a bien fonctionné, on me le redemande cette année. Donc voilà, chaque entreprise fait son sapin, et envoie la photo et chacun vote pour dire lequel est le plus beau. Donc il n'y a rien à gagner, mais ça fait plaisir à tout le monde. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça. Moi j'essaye, alors on n'est pas beaucoup de filles, hein, on est 20% de filles dans le groupe. Donc voilà, j'ai organisé une soirée filles avec un spectacle. Voilà, ça a beaucoup plu parce que presque tout le monde est venu. Après, je sais qu'ils font du foot ensemble, on fait des barbecues. Voilà, donc c'est des choses qui sont importantes et qui permettent de souder l'équipe différemment. Donc c'est des petites attentions qui sont parfois on n'a pas cette impression et qui marquent quand même pas mal et qui sont redemandées chaque année. Un dernier mot. Il y avait une autre question qui m'était adressée. Oui. Et Tu veux la prendre ? Oui. Alors, c'était une question, comment, en tant que CEO, se remettre en question quand 80% de son management est nouveau ? donc ça, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, il y a une question qui est comment la direction se remet en question. Mais moi, ce que ça me soulève, c'est de me dire, le pire serait peut-être que je ne réagisse pas. Et combien de dirigeants, de managers se plaignent, mais ne réagissent pas ? Parce que l'engagement, oui, c'est compliqué, c'est un travail de tous les jours, de toutes les minutes, mais ce n'est pas une fatalité. Et quand on a vu les chiffres sur lesquels tu as introduit, peut-être il y en a beaucoup qui ont baissé les bras, en France ou ailleurs, je ne ferai pas de politique, mais sur l'engagement des collaborateurs, c'est possible. On a eu des très beaux exemples, c'est une lutte. On a parfois l'impression de remplir un tonneau de Danaïne, mais on y va avec conviction, parce que c'est un peu notre métier et c'est pour ça qu'on est là. Merci. Je pense que ça fera une très belle conclusion avant le cocktail. Donc, un grand merci à tous pour cette première date de la tournée.